Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel, Théophile Dandakou. Madame, Messieurs, bonjour. Sintou Djandjagou ou fête pour une meilleure moisson chez les peuples Lamba et Naouda. L'apothéose est en cours en ce moment même à Niamtougou dans la préfecture de Doufelgou. Charlotte Ahar sera en ligne. Les premiers pèlerins quittent Lomé pour la Mecque le 11, c'est le mardi prochain. Le 11, c'est donc le mardi prochain, le Hajj 2023 a été lancé hier à Lomé. Le monument de l'indépendance du Togo, quel message véhicule-t-il? Sibila Son en parle dans la série des sujets retenus pour le 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Invité de ce journal pluriel, Chiou Animaou, coordonnateur adjoint du 5e recensement général de la population et de l'habitat, et Regina Bandé, responsable de l'information du Djaba, groupe en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les échos du palais, les sports et la revue de presse mettent fin à cette édition. Doufelgou vibre en ce moment même au rythme des danses traditionnelles des filles et fils de cette préfecture célèbre Sintou Djandjagou ou qui ouvre la voie aux cultures. En effet, selon la tradition, une cendre sous forme d'engrais est remise aux différentes familles dans le but d'obtenir de bonnes récoltes en fin de saison. L'édition de cette année est placée sous le thème « Unis autour des institutions dans la lutte contre l'extrémisme violent » pour la cohésion sociale et le développement de Doufelgou. Charlotte Ahar en ligne du lycée de Défalé où se déroule cette danse. Tout a commencé ici à Défalé, commune de Doufelgou 2, avec une cérémonie de libation pour accueillir les officiels sur le terrain du lycée de Défalé, réservé pour la circonstance. C'est le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, qui représente le chef de l'État à cet événement. Toutes les délégations venues des 15 cantons de la préfecture qui ont répondu massivement à cette 34e édition de Sintou Djandjagou après 3 années d'absence dues aux mesures restrictives de la Covid-19 qu'a connu le monde dans notre pays. Lamba et Naouda ont depuis hier vendredi célébré respectivement Sintou et Djandjagou dans les différents cantons pour remercier les dieux et les mânes des ancêtres pour les différentes récoltes. Ceci dans un esprit de prière et de pensée pieuse. Une occasion de retrouvailles pour les fils et filles de Doufelgou pour réfléchir sur les problèmes de développement de leur préfecture. Cette occasion est également une occasion de promotion du vivre ensemble et de la cohésion nationale prônée par le gouvernement, d'où le thème de cette année tire sa source. Le président du comité d'organisation Ayassor Tchambagou a souhaité la bienvenue à tous et expliqué le sens de ces retrouvailles en invitant les uns et les autres à prôner la paix et à soutenir nos frères du Grand Nord qui traversent une période douloureuse due au terrorisme. Les différents groupes folkloriques Sintou, Koutera, Hambara, Djandjagou, Panjama, Espa, Sandem, entre autres, ont passé tour à tour pour égayer les populations. Comme à l'accoutumée, les peuples Akoso et Akebutiwawa et les peuples Guin d'Aného sont également présents à cette apothéose de Sintou Djandjagou. Depuis jeudi, plusieurs manifestations ont eu lieu. Il s'agit de Miss Sintou, une course populaire compétitive, la danse autour du feu, un match de gala de FADEF, Festival des Arts de Défalé, et le podium FADEF qui a permis de récompenser 3 jeunes talents de la musique traditionnelle. Théophile, nous y reviendrons. Nous allons découvrir alors le sens de cette fête avec Geneviève Pognon. Sintou
Sintou Djandjangou, fête des moissons des Naouda et Lamba, se veut un carrefour des cultures et des peuples de la préfecture de Djoufelgou. Elle constitue un condensé des rites, manifestations et danses les plus typiques que l'on rencontre chez ces ethnies. Historique de cette fête avec Waoura Sago, chef de village de Funungu, représentant le canton de Koka. Sintou est célébrée en honneur d'une personne âgée. Elle est considérée comme des danses des guerriers. Elle est souvent dansée sous la forêt de la première personne déplacée vers des falaises. Traditionnellement, ils appelaient ça Adji Sintou. Sintou du vieux. C'est pratiquement comme des falaises. C'est danse des guerriers. Quand on va à la chasse, on tue quelque chose de spécial. Quelqu'un allait, il a tué un gros singe, une biche. On dit souvent l'amdawa. Quand on tue l'amdawa, on vient, on danse. Parce que c'est pas donné n'importe qui, il faut danser ça. Pour sortir de deuil de cette personne âgée, on danse Djandjagou, ce qu'on appelle communément Rebou. Bango Barou, un des garants des us et coutumes, responsable de l'association Mario, revient sur les rites Adji Sintou. Adji Sintou, c'est la famille Ashanti qui est organisatrice de cette danse. Parce que dans la grande maison de Dépalé, il y a une chambre dans laquelle le feu ne s'éteint jamais. Et quand on met le bois, quand ça brûle, on en casse les cendres. Et au mois d'avril, l'homme d'Ashanti vient avec sa pentade noire. Une poule, il vient faire des cérémonies. Il rentre dans la chambre là, il ramasse tout ce qu'il y a de cendres. Et il se poudre ça dans tous les champs de Adji. Quand il a fini de se poudrer, il rentre. Et le lendemain, toute la population va au champ. Nos mamans usent de l'eau. On met des jarres de la grande fétiche. Eux, quand ils vont revenir des champs, personne ne va chez lui. Tout le monde vient directement dans la grande famille. Ils puisent l'eau, ils vont danser. Avant de partir, ils prennent l'eau là pour se laver. Et ils annoncent la saison culturelle. Au-delà de rendre hommage aux personnes âgées, Sintou Djandjangou est célébré pour vénérer la mémoire des ancêtres et remercier ces derniers, le Tout-Puissant, pour la bonne récolte. Retrouvons Waoura Sago. C'est quand nous récoltons aussi, tout est bien. Nous cultivons et ça réussit. Nous organisons ça pour remercier les membres de nos ancêtres pour la danse de la récolte. C'est une danse de réjouissance aussi. Chant Djandjagou que nous nous réjouissons pour la réussite et l'abondance de nos cultures, pour remercier les membres de nos ancêtres et Dieu. Jusqu'après ça, chacun dans son village, dans sa maison, essaie de faire quelque chose pour les remercier. Après cette danse populaire, chacun retourne chez lui pour faire une petite cérémonie, remercier les membres de ses ancêtres. Sintou Djandjagou est célébré chaque année le premier samedi du mois d'avril par la population de la préfecture de Djoufelgou. Elle est l'une des personnalités qui ont créé Sintou Djandjagou. Aïssa Sarteka Vessina Véronique, épouse Bito, a été l'une et l'unique fille élève parmi les garçons de son village. Née fille alors que ses parents attendaient un garçon, Sarteka n'a pas connu un parcours aisé. Conduire les bœufs au pâturage, aller à la chasse ou au champ, bref, Sarteka a été un garçon. Le portrait de cette icône devenue sage-femme d'État à Paris avec Charlotte Aha. Ses parents attendaient un garçon. Aïssa Bito Sarteka Véronique est née en 1941 à Défalé, dans la préfecture de Djoufelgou. Quatrième fille de sa mère et septième de son père, Sarteka n'a pas connu une vie de fille. Elle a plutôt été éduquée comme un garçon pour amener les bœufs au pâturage et faire la chasse. Je n'étais sûrement pas bienvenue puisque quand ma maman était enceinte, tout le monde croyait que je serais un garçon. Donc je suis née fille. La nature pensait que vraiment je serais un garçon. Et elle a mis en moi le comportement d'un garçon. Donc je n'avais aucune relation avec les filles. J'étais toujours dans le groupe des garçons pour tout, pour la culture, les activités des garçons. Et mon père, il m'a donné une éducation masculine. On faisait la guerre entre les garçons, donc j'étais parmi eux. Mon papa m'a préparé les arcs, les massues et tout ça. J'étais toujours avec les garçons. Donc tout ce que mon père sait faire, c'est ça que je faisais. Il m'amenait partout. Donc ma mère qui était potière, je ne sais rien faire des pots. Je ne connais rien du tout de tout ce que font les femmes. Elle préparait le tchouk, je ne sais pas préparer le tchouk. Je n'ai jamais su préparer le tchouk jusqu'à ce jour.
Sage-femme d'État Aïssa Sarteka Bito a occupé plusieurs postes et milité dans plusieurs associations tant professionnelles, politiques que sociales. Elle a tenu ceci grâce à son dévouement au travail. Il fallait avoir le BPC pour passer le concours des sages-femmes. J'ai passé le concours pour aller en France. Il n'y avait pas d'école au Togo et les Togolaises allaient en France. Où je suis allé, une parenthèse, j'étais la seule fille du Nord à venir passer le concours des sages-femmes à Lomé. On n'a pas donné de bourse parce que mes parents étaient progressistes. J'ai eu d'autres formations extra-professionnelles dans le planning familial. J'ai été à Harare, j'ai été au Canada pour planning familial et j'ai été à Washington comme femme gestionnaire, gauche à droite pour la formation extra-professionnelle. Donc sur le plan politique, à l'époque, nous étions seulement 2 filles de la préfecture à avoir le BPC. Donc, quand on a créé le RPT, on m'a nommé membre du bureau politique du RPT. Toute jeune parmi les grands, je ne peux pas vous raconter mes aventures. On était 3 femmes au bureau politique. J'étais avec 2 nanas et moi, toute petite fonctionnaire. Ensuite, deuxième congrès, on nous a mutés au comité central. Monument, si on peut le dire ainsi, Madame Bito Aïssa Sarteka Véronique, 1,70 m environ, et actuellement sous le poids de l'âge, tient beaucoup à sa patrie. Elle est l'une des membres fondatrices de plusieurs groupes folkloriques comme Conte Danse des jeunes filles Lamba et Sintou Djandjagou, entre autres. J'aime bien danser Sintou et Abora. Et à Lomé, là, dans le temps, il n'y avait pas d'association de danseurs. C'est nous qui avons créé le groupe Conteta. On était le seul groupe. Quand les présidents venaient, c'est nous qu'on amenait pour les accueillir. Pour la télévision, TVT, inauguration, c'est nous. Il y avait un hôtel à Tropicana. Quand les étrangers venaient, c'était nous. Après, à Jobo et Danehor, ils sont venus, on était que les 2 groupes. Et après, on a créé une association des groupes folkloriques dont j'ai été membre fondateur aussi. Notre groupe, quand était là, au défilé, là, nous étions toujours en tête des femmes. Mère, grand-mère, Madame Bito Aïssa Sarteka, 82 ans, continue de militer dans son parti et participe aux réunions cantonales. Elle a reçu plusieurs distinctions honorifiques comme officier de l'Ordre national de mérite français, chevalier de l'Ordre du Mono et des diplômes d'honneur décernés par l'ATBF dont elle fut membre fondatrice. Charlotte Ahar, la Commission nationale du Hajj, le ministre en charge de l'administration territoriale et celui de la sécurité se sont réunis hier. Il ressort que les pèlerins, les premiers, quitteront Lomé le 11 juin prochain. Cette réunion marque le lancement officiel du Hajj 2023. Le ministre d'État, Payadov Kwesi, a à cette occasion listé les différentes dates de départ et d'arrivée ainsi que toutes les conditions à la participation du Hajj. Le quota de pèlerins réservé à notre pays pour 2023 est de 2425. Cela comprend les pèlerins, les encadreurs, etc. Les dates de départ 11, 12, 13 et 14 juin 2023. Date de retour 10, 11, 12 et 13 juillet 2023. La compagnie de transport aérien chargée de transporter nos pèlerins est la compagnie éthiopienne en partenariat bien sûr avec notre compagnie nationale Askai. Les logements retenus sont ceux de Hajj 2022. Le prix à payer par pèlerin est de 3 495 000 francs CFA. Qu'Allah conduise nos pèlerins à la Mecque et les ramène sains et saufs. Qu'Allah exauce leurs prières personnelles, mais aussi donc leurs prières pour son excellence Monsieur Fort, président de la République. Sani Karimou, chef de la commission du Hajj. Nous sommes très fiers et nous prions tous les pèlerins candidats pour cette année de commencer par se préparer psychologiquement et avec des intentions. Nous sommes dans un état de satisfaction et nous saisissons donc l'occasion pour remercier le chef de l'État, le gouvernement et toutes les autorités impliquées dans l'organisation du Hajj. Et nous souhaitons donc que ce Hajj de cette année soit un Hajj réussi. Et nous demandons aussi à tous les pèlerins d'avoir une pensée pieuse pour notre pays dans les invocations lors des rites. Priez pour le pays et priez pour le chef de l'État et priez pour eux-mêmes. Hajj Mabrouk, qu'Allah accepte notre jeu.
Fin hier vendredi, à Lomé, de la réunion des ministres experts du tourisme de l'espace de la CEDEAO. Durant 3 jours, ils ont validé et adopté les nouveaux textes régissant l'industrie du tourisme dans la sous-région ouest-africaine. Massandje Touré Litché, il est commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la CEDEAO. Les experts et les ministres ont été chargés de réfléchir à une nouvelle réglementation qui prendrait en compte les nouveaux défis auxquels l'industrie touristique doit faire face. Je pense notamment aux questions environnementales, je pense notamment aux questions de sécurité, je pense aussi aux questions du genre et aussi l'employabilité des jeunes. Voilà un peu tous ces textes que nos autorités ministérielles ont analysés au cours de cette session. Les différentes recommandations qui ont été faites par les experts afin de revoir le système et d'harmoniser le système de classification de nos hôtels. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus apporter notre expertise après la réunion d'Abidjan pour qu'il y ait un cadre harmonieux qui aide à piloter la politique de normalisation dans le secteur de l'hospitalité et du tourisme que nous avons à cœur de gérer pour nos pays. C'est avec joie que nous partageons avec nos collègues cette initiative heureuse qui aidera à implémenter un modèle de croissance et de développement du tourisme régional et intracommunautaire. Fin de formation également hier à Lomé des chercheurs du Togo, les méthodologies de rédaction et de recherche et les projets de recherche pour l'acquisition des financements extérieurs étaient au centre des activités démarrées le 27 mars dernier. Cette formation a permis aux participants d'acquérir des connaissances techniques et professionnelles. C'était donc une occasion aussi de nouer de nouvelles alliances au plan national et international pour poursuivre des échanges d'informations. Nous allons donc écouter les participants au terme de cette formation. C'est une méthodologie qui nous apporte beaucoup. Nous, les chercheurs et enseignants-chercheurs réunis des universités nationales, privées, des centres, des institutions de recherche, c'est une méthodologie qui vraiment apporte un plus à ce que nous connaissions depuis. Ils ont donné à la plupart des gens une méthodologie plus sûre qui prend appui sur 2 éléments. Le premier élément, c'est ce que les bailleurs de fonds souhaitent. Deuxième élément, c'est ce que nous souhaitons ici au Togo. Il faut qu'on arrive à les faire superposer pour que ça corresponde. Et ça va faciliter les demandes, les projets qui ont besoin de demandes de financement à l'étranger et seront un peu plus aisés à faire. C'est ça ce que la formation a apporté aux chercheurs du Togo. La recherche concerne également le monument de l'indépendance du Togo. Il a été inauguré par le premier président de la République, Feu Sylvanus Olympio. Il porte la marque suivante: Peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née. Cette masse de béton a été construite suivant un message fort. Sibyl Lawson. C'est d'abord un message de libération du joug colonial. Dans sa position au mets déchaîné, Djatou Moussila debout a devant lui une jeune fille, une princesse, assise sur un tabouret, portant la flamme entre ses mains. Le monument du Togo véhicule donc le message de jeunes dynamiques, prêts pour un nouveau départ. Un couple de jeunes appelés à être féconds pour un meilleur devenir de la République naissante. La flamme portée par la fille est synonyme de lumière pour éclairer le couple Djatou Moussila dans ses choix. Ensuite, le tabouret est le synonyme de la tradition de mariage d'une princesse chez les Bassars. Une princesse qui arrive au foyer avec lumière, le tout faisant face à l'est, soleil levant comme pour dire « Jeune Togo, tu es à présent libre, profite de ta jeunesse pour bâtir ton avenir. Bon vent à toi Togo ». Ce message est rappelé chaque année à travers le rallumage de la flamme par le chef de l'État le 26 avril, veille de l'indépendance. Nous allons parler du recensement. Ce recensement général de la population et de l'habitat a été connu cette semaine. Plus de 8 millions de Togolais ont été connus et répartis selon les différentes structures. D'abord, la population, résidence et par sexe avec Geneviève Pognon. Milieu de résidence urbain masculin 1 689 674, féminin 1 784 118,
Ensemble, 3 473 792. Rural, masculin, 2 254 836. Féminin, 2 366 870. Ensemble, 4 621 706. Togo, masculin, 3 944 510. Féminin, 4 150 988. Ensemble, 8 95 498. Restons toujours avec Geneviève Pognon pour la population par région et par sexe. Région, Grand Lomé, masculin, 1 60 504. Féminin, 1 127 872. Ensemble, 2 188 376. Maritime sans Grand Lomé, masculin 642 876. Féminin 703 739. Ensemble, 1 346 615. Plateau, masculin 806 154. Féminin 829 792. Ensemble, 1 635 946. Central, masculin 397 336. Féminin 398 193. Ensemble, 795 529. Cara, masculin 428 225. Féminin 497 287. Ensemble, 985 512. Savane, masculin 549 415. Féminin 594 105. Ensemble, 1 143 520. Togo, masculin 3 944 510. Féminin 4 150 988. Ensemble, 8 95 498. Geneviève Pognon, dis-nous enfin quelle a été l'évolution de la population au Togo de 1960 à 2022. 1960, 1 444 481. 1970, 1 953 618. 1981, 2 719 567. 2010, 6 191 155. 2022, 8 95 498. Nous allons donc nous intéresser à notre invité. Il s'appelle Chiou Animaou, coordinateur adjoint du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il a été invité pour ce journal. La première question qu'il lui a posée est de savoir son commentaire. Et donc, quel commentaire faites-vous, Monsieur Chiou, de l'évolution de la population du Togo? Cette population est passée de 6 millions en 2010 à 8 millions en 2022. Oui, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez pour parler encore de ces chiffres. Je voudrais rappeler que le processus de recensement a commencé depuis 2018. Et il y a eu des étapes comme la cartographie censitaire qui nous a permis d'avoir une idée un peu de la population qu'on pouvait répartir par agent. Et ensuite, on a fait un recensement pilote qui a permis également d'améliorer les documents de travail et la stratégie de communication sur le terrain. Et suite au recensement pilote, on a réalisé le dénombrement proprement dit, qui a commencé en octobre pour finir le 16 novembre. Donc le 23 octobre au 16 novembre 2022. Et après ce travail, il y a des travaux de bureau qui ont mis en branle tous les travaux de traitement, toutes les stratégies qu'il fallait pour sortir ce chiffre que nous connaissons aujourd'hui, qui est de 8 95 498 habitants au Togo. Alors, quel commentaire on peut faire de ce chiffre par rapport à celui de 2010? En 2010, nous étions 6 191 155 habitants. Et en 2022, 8 95 498. Ce qu'on peut dire, c'est que la population a augmenté moyenne de 2,3% chaque année. Voilà un peu le commentaire à chaud que nous pouvons faire pour donner une idée de comment la population a évolué. Monsieur le coordinateur adjoint, on note que
plus les années passent, plus les Togolais aiment vivre en ville. C'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. L'exode rural, il est connu. Et généralement, les villes attirent plus les jeunes que les campagnes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une politique agricole qui devrait donc faire en sorte que les jeunes restent beaucoup plus au village. Mais le constat, c'est que les jeunes aiment beaucoup plus venir vers la ville pour se chercher. Alors, ça dépend aussi des infrastructures qui sont mises en place au village pour les retenir, ou celles qui sont aussi en ville pour les attirer. Donc, c'est un constat qui a été fait. Les chiffres sont là. Maintenant, les chiffres que nous sortons, ça va permettre à l'autorité de voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour mieux garder ces jeunes-là dans nos campagnes, parce que l'agriculture, aujourd'hui, c'est le moteur du développement. Et s'il n'y a pas de jeunes pour mettre cette agriculture en valeur, nous pensons que dans les années à venir, il y aura des soucis. Alors, l'autre sujet qui retient l'attention de Radio Lomé, c'est l'évolution par sexe. Et là, l'élan connu en 2010 est maintenu, c'est-à-dire en termes de taux de garçons et de femmes. Oui, quand on regarde les chiffres, l'élan, il est le même pratiquement, parce que en 2010, nous étions à 51% de femmes contre 49% d'hommes. En 2022, nous constatons la même chose, avec peut-être une légère évolution au niveau des hommes, mais la tendance, elle est maintenue. En 2022, nous sommes à 48,7% d'hommes contre 51,3% de femmes. Donc, globalement, la tendance, elle est maintenue. De 1 444 000 environ en 1960, les Togolais sont en 2022 à plus de 8 millions. Est-ce que l'évolution de la population togolaise vous inquiète, vous particulièrement? Bon, nous inquiéter particulièrement, je ne pense pas, parce que nous savons que le premier facteur de production, c'est la main-d'œuvre, c'est la population. Maintenant, s'inquiéter, ça dépendra. Est-ce que c'est pour dire que le pays sera tellement couvert qu'il n'y aura pas de terre à cultiver? Nous pensons que non. De toute façon, les tendances qui s'observent attirent l'attention de l'autorité pour voir quelles dispositions il faut prendre. Est-ce que faut-il faire une planification familiale par rapport aux moyens dont dispose l'État pour prendre en charge cette population, régler les problèmes que cette population aura, c'est-à-dire satisfaire ses besoins? Ça attire donc l'attention de l'autorité pour voir quelles dispositions faut-il prendre. Si ça ne pose pas de problème au niveau de la gestion de cette population, je ne pense pas que ça devrait être un problème. Plus on est nombreux, plus ça va engendrer des frais pour les prises en charge. Plus on regarde pour voir est-ce qu'il faut toujours aller dans cette tendance ou bien chercher à donc mettre des programmes au niveau de la santé maternelle, infantile, pour voir comment, s'il faut réduire cette population, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc peut-être une planification familiale, ou peut-être plutôt encourager, parce que vu les capacités de l'État, ça ne devrait pas inquiéter. Donc on peut motiver les gens toujours à produire. Mais si l'État constate que ça va créer plutôt un souci, il mettra aussi en place un programme de planning familial qui va amener les gens à comprendre que avoir trop d'enfants aussi, c'est des charges. Et donc les gens prendront conscience et cette population pourra stagner. À ce rythme, la population du Togo va doubler en 31 ans. Oui, à l'allure à 2,3% par an, nous disons que vu ces chiffres-ci, le même taux est conservé. En 31 ans, la population togolaise ira à 16 millions environ. Bon, est-ce que ça doit inquiéter aussi? Bon, c'est aussi des interrogations. 16 millions par rapport à la superficie du Togo. Peut-être les gens vont dire, mais ils vont habiter où? Ça commence à inquiéter, ils vont manger quoi? Et comme je le disais, c'est ça maintenant, puisque les chiffres que nous donnons, en fait, c'est pour orienter l'autorité, pour voir quels sont les programmes, les politiques qu'il faut mettre en place. Donc, doubler en 31 ans. Aujourd'hui, nous alertons pour que l'autorité sache est-ce que ça arrange ou bien plutôt il faut réfléchir autrement, mettre d'autres programmes politiques autrement pour que
au lieu d'arriver à doubler, peut-être que on ne va pas demander aux gens de ne pas produire, mais bon, calmer pour que en 31 ans qu'on n'arrive pas à ces 16 millions, compte tenu de la capacité de l'État à satisfaire les besoins vitaux de cette population. Selon la carte du Togo et sa légende, apparemment la région de la Kara retient votre attention. La région de la Kara, c'est par rapport à la densité de la population. On a constaté que la région de la Kara vient après celle de Grand Lomé, où vraiment la densité de la population est importante. Et ça ne surprend pas parce qu'avec l'université de Kara, il y a eu beaucoup de mouvements de la population qui est avec les étudiants, les enseignants. Tout ceci fait que la population de la Kara a connu une ampleur. Donc ça ne surprend pas. Et par rapport à Lomé, les autres régions, vous voyez qu'après Lomé, le Grand Lomé, c'est Kara. Donc c'est dans les zones où il y a les universités. Et donc, on peut expliquer cette densité-là par ce phénomène. Vous avez un message pour les Togolais? D'abord, pour vous les frères des médias, c'est de vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis le début de cette opération jusqu'à aujourd'hui. Pour nos populations, c'est de les remercier parce que c'est vrai, c'est des opérations qui les prennent du temps parce que aller demander à quelqu'un telle information alors qu'il devait vaquer à une autre occupation, nous sommes conscients que ça leur prend du temps. Mais ils devraient comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour eux-mêmes. C'est pour l'intérêt de nous tous. Parce que nous le disons souvent, pour mettre un forage dans un milieu, on doit connaître la population qui va utiliser ce forage. Pour faire une extension d'électricité, on doit s'assurer est-ce que les gens sont là-bas pour pouvoir utiliser, consommer et puis payer. Donc sans les collectes statistiques, c'est difficile au gouvernement de pouvoir prendre les décisions. Aujourd'hui, on est dans la communalisation. Les maires ont besoin de cette population également pour voir quelle politique ils vont mettre pour développer leur commune. Sans la population, aucun ne peut faire un développement qui soit fiable. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape va concerner à ce que nous sortons les statistiques sur l'habitat, les caractéristiques de l'habitat. Également sur les analyses thématiques, c'est-à-dire là en ce moment on va aller dans beaucoup plus en profondeur des données. Et on a présenté de façon globale, on ira peut-être au niveau des populations de communes, des villages, des quartiers, à Lomé, ainsi de suite. Les résultats que nous avons publiés à Lomé devront être publiés aussi à l'intérieur. Merci, monsieur le coordinateur adjoint. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Le blanchiment d'argent, c'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale. Ces fonds illégaux sont ensuite injectés dans le financement du terrorisme. Les États ouest-africains en font une préoccupation. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a réuni les jeunes filles et garçons à Lomé pour les sensibiliser. À ce rendez-vous, Odette Pira a tendu son micro à Regina Bandé, responsable de l'information de GIABA. C'est le deuxième invité. Madame Regina Bandé, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi le choix est porté sur le Togo pour cette 16e édition? Oui, merci pour la question. Le Togo fait partie de la CEDEAO et dans le cadre des activités du GIABA, tout comme la commission de la CEDEAO, nous couvrons l'ensemble des pays qui sont soit francophones, anglophones et lusophones. Donc, cette édition, la 16e, se tient au Togo. Parce que nous la faisons de manière tournante. Ce n'est pas parce que les risques sont plus importants au Togo que nous sommes là, mais nous essayons de sensibiliser le maximum de jeunes dans les différents pays membres du GIABA. Et parlons justement des jeunes, quels sont les risques auxquels font face les jeunes dans ce phénomène qui gangrène nos sociétés? Nous sommes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc ce sont les thématiques majeures que notre institution développe. Et les jeunes, tout comme les autres parties prenantes, sont au cœur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et les risques aujourd'hui sont quoi? C'est la manipulation. Parce que dans le processus du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, on peut être agent actif ou agent passif. Et du fait de l'ignorance des enjeux liés à ces problématiques, beaucoup de jeunes s'engagent sans pour autant savoir
les tenants et les aboutissants de leurs actions. Et de plus en plus aujourd'hui, nous voyons que la cybercriminalité emploie beaucoup de jeunes qui n'ont soit pas de repères ou qui sont frappés par le taux élevé de pauvreté dans nos États, qui font que les jeunes essaient de rechercher de nouvelles solutions. Mais je dirais que les solutions qu'ils recherchent sont très faciles et cela les expose aussi à d'autres dangers et d'autres risques. Et l'autre aspect aussi, nous voyons quand on prend l'espace CEDEAO, que plusieurs pays sont frappés par le terrorisme. Ce ne sont pas les personnes du troisième âge qui vont au front, c'est surtout les jeunes qui sont recrutés par les groupes terroristes et on leur propose certaines offres qui ne sont pas forcément durables, mais qui contribuent à détruire. Donc les risques aujourd'hui, on a l'insécurité, on a les risques liés à l'économie et même à l'employabilité des jeunes. Donc dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les jeunes aussi sont au cœur. Cette édition a pour thème rôle des jeunes dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Qu'attendez-vous des jeunes et qu'est-ce qui leur sera donné comme formation pendant cette séance? Qu'est-ce que nous leur offrons déjà? C'est la connaissance, le savoir, les enjeux liés au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Comme je le disais tantôt, certains entrent dans ces fléaux-là sans pour autant savoir. Nous voulons les informer sur les risques, les enjeux et les conséquences même pour eux-mêmes d'abord, pour leur communauté, pour l'État et aussi pour l'espace CEDEAO. Et lorsque nous leur aurons donné les rudiments pour mieux comprendre les enjeux liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, nous attendons d'eux qu'ils soient aussi des pères éducateurs, parce qu'on ne peut pas inviter toute la jeunesse du Togo. Elle est très importante à cette activité. Nous voulons qu'ils soient des relais aussi auprès de leurs collègues. Nous voulons aussi qu'ils soient nos porte-paroles par rapport à la sensibilisation, l'information, l'appropriation aussi, disons, des concepts. Ceux qui sont invités aujourd'hui à cette journée porte ouverte, ce sont des juristes, ce sont des fiscalistes, ce sont des économistes et nous avons aussi d'autres entités qui sont là, ceux qui sont chargés, disons, des relations internationales au niveau du Togo, des écoles privées, des universités publiques et privées. Nous avons aussi l'ENA, l'École nationale d'administration qui est là, l'ENA. Donc nous estimons que ce sont des leaders. Ce sont des personnes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour renforcer, parce que la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux n'est pas un combat qui se gagne en un jour. Aujourd'hui, des sujets ou des parties prenantes potentielles peuvent devenir des sujets réels impliqués dans le processus. Donc, cela nécessite que les actions soient permanentes et continues. Donc, autant nous avons des attentes, ils ne pourront remplir ces attentes que si nous leur donnons le nécessaire pour comprendre, nous relayer et aussi mettre en œuvre les bonnes pratiques qu'ils auront à identifier et aussi à vivre au quotidien dans leur communauté. C'était donc Regina Pandé au micro de Odette Pira. Écho du Palais, laisser sa fille chez un coiffeur sans surveillance peut s'avérer parfois dangereux. La fille de 7 ans de Dame Kambitine a été ainsi violée par le sieur Komi, 41 ans, coiffeur de son état, marié et père de 3 enfants. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Nous sommes à Dapan. Dans la journée du 5 janvier 2022, Dame Kambitib, une voisine du sieur Komi, 41 ans, a confié à ce dernier ses 2 enfants, dont la petite Fatima, mineure âgée de 7 ans au moment des faits, pour qu'il les coiffe. Profitant de cette occasion, Komi procède à des attouchements et tentatives de pénétration sexuelle sur la petite Fatima. Quelques jours plus tard, sur dénonciation de la victime, Komi est appréhendé par la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale de Dapan. Depuis l'enquête préliminaire jusque devant le magistrat instructeur, le mis en cause n'a jamais reconnu les faits qui sont mis à sa charge. Ce compte fait, la cour d'assises de Kara l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle à l'audience du 8 février 2023.
à samedi prochain. Revue de presse dans les colonnes des journaux de cette semaine, encore la visite du président du groupe de la Banque mondiale au Togo, les prochaines élections législatives et régionales et les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Revue de presse, Juliette Kamde. 8 95 498 habitants au Togo. C'est le résultat rendu public par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques mardi. L'hebdomadaire Ouara les vainqueurs titre les chiffres qu'il faut retenir et le journal poursuit. Le Grand Lomé, composé de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé, compte 2 188 376 habitants, soit le quart de la population totale. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat intervient après celui de 2010 qui avait permis de dénombrer 6 191 155 habitants au Togo, relève Gazelle Info. S'agissant du milieu d'habitation, les statistiques indiquent que 57% de Togolais vivent en zone rurale, contre 43% en milieu urbain. La densité, elle, est de 143 habitants au kilomètre carré. Après le recensement, les élections. Gazelle Info mentionne à sa une, élections législatives et régionales, le dilemme de la DMK. La dynamique Monseigneur Kodjro est-elle en voie de dislocation, s'interroge le journal. Parviendront-ils, les membres de la DMK, à accorder leur violon et se plier aux décisions de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro, pour qui il n'est pas question qu'un parti de l'organisation qui porte son nom participe aux prochaines élections. Ces nouvelles opinions qui nous apportent quelques éclaircissements pour mieux comprendre ces questionnements sous le titre « Régional et législative au Togo, Adjamagbo et les siens salivent. Kodjro coupe l'appétit ». Le journal souligne « Pour Dame Brigitte, la DMK ne trouve pas opportun l'organisation des régionales pour notamment l'inadéquation et la non-maîtrise selon elle du rôle régalien que devraient jouer les maires récemment élus. Au sujet des législatives, la coordinatrice annonce une volonté pour la dynamique si le gouvernement autorise des préalables pour assurer tous sur la fiabilité des élections. En clair, Dame Brigitte Adjamagbo serait prête pour participer aux élections législatives s'il y a discussion. Seulement, pour l'homme dont la dynamique porte le nom, il n'est pas question d'oser une quelconque élection tant que le contentieux de février 2020 n'est pas trouvé d'issue pour celui qui se réclame victorieux. Paradoxe, fait remarquer l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Sur le même sujet, la lanterne prédit le pire. Législative 2023, la DMK dit oui, mais Monseigneur Kodjro dit non. Des signes avant-coureurs d'une dissolution du mouvement. Pour ne rien arranger, Ouara les vainqueurs estime qu'il s'agit d'une interdiction d'utiliser son nom par Monseigneur Kodjro. À l'heure où les partis membres de la DMK font déjà leurs calculs, Monseigneur Kodjro fait une sortie qui annonce la mort imminente du regroupement politique qui porte son nom. Le Conseil à la dynamique nous vient du libéral qui écrit « Au regard des conséquences fâcheuses du boycott des élections passées, il serait suicidaire pour l'opposition dans son ensemble de commettre les mêmes erreurs. La CENI étant à pied d'œuvre, les membres de la dynamique savent ce qu'il leur reste à faire pour ne pas se mordre encore les doigts après. Cependant, il faudra trouver absolument une réponse à une problématique et pas des moindres. Sur quel électorat va-t-on maintenant compter sans le prélat pour aller à ces scrutins? Demande le journal. L'on sait que tous les partis membres de la DMK souffrent de légitimité parce que, n'ayant pas de base électorale, conclut le confrère. Le séjour togolais du président de la Banque mondiale, David Malpass, est un autre sujet sur lequel est revenu les journaux cette semaine. Après avoir abordé les échanges qui ont meublé l'entretien entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, le libéral nous informe que cette visite intervient en prélude aux prochaines assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui auront lieu du 10 au 16 avril prochain à Washington. De son côté, le bimensuel Libération met en exergue les retombées de la visite de David Malpass pour le Togo
notamment la réception de 34 000 tonnes d'engrais et la signature d'un protocole d'accord entre l'Université de Lomé et Clark Atlanta University aux USA. À Focus Info de conclure, For Nyazingbe et David Malpass posent les bases de la continuité d'un partenariat entre le Togo et la Banque mondiale. Sport, d'abord, cette information venant de la Loterie nationale togolaise qui informe la population en général et les parieurs en particulier que le tirage de l'Auto Diamant numéro 1556 du lundi 10 avril 2023 est reporté au mardi 11 avril 2023. La clôture de la prise des enjeux est fixée au mardi 11 avril 2023 à 9h. Le paiement des gains se fera le mardi 11 avril 2023 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite joyeuse Pâques. Les sports toujours, la 23e journée de D1 se poursuit cet après-midi. Asco, triple champion en titre, joue à Kbalimé contre Gomido. Déjà hier, l'ASK de Kara a dominé largement d'ailleurs Ange de Noche 5-0. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Nous allons retenir pour l'essentiel que Sintou Djandjagou ou fête pour une meilleure moisson chez les peuples Lamba et Naouda se poursuit avec l'apothéose en cours en ce moment même à Niamtougou et c'est le lycée de Defalé qui accueille l'événement. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg